Nouveau numéro de Reporter sur France 24. C'est un phénomène particulièrement fréquent au Japon. Chaque année, des milliers de Japonais disparaissent volontairement. Ils s'évaporent littéralement. Ils planifient leur disparition et un jour, subitement, coupent tout lien avec leurs proches et partent reconstruire leur vie ailleurs. Que font-ils? Où vont-ils? Pourquoi partent-ils? Constantin Simon, vous avez enquêté sur ces disparus. Le phénomène est si répandu au Japon que la langue japonaise dispose même d'un terme spécial pour qualifier ces départs mystérieux. Phénomène qui s'est accentué avec la crise économique des années 90. Oui, tout à fait. Au Japon, on parle de johatsu, donc d'évaporation, un terme assez poétique finalement pour une réalité triste évidemment. C'est un phénomène qui existe en fait depuis des siècles au Japon, mais qui s'est accentué dans les années 90. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Tout simplement, après la Seconde Guerre mondiale, en 40-45 ans, le Japon s'est reconstruit à une vitesse incroyable. Et dans les années 80, il y a énormément d'argent qui circule dans le pays, les gens investissent beaucoup. Et puis, il y a cette crise économique qui commence à ravager le pays dans les années 90 et donc des gens se retrouvent subitement ruinés avec des recouvreurs de dettes qui les pourchassent, avec parfois même des yakuza qui les menacent et ils se sentent coincés. Ils ne voient comme issue que le suicide ou la disparition et c'est à cette époque, comme vous allez le voir dans le reportage, eh bien, il y a même des manuels pour aider les gens à disparaître qui sont publiés. Alors nous partons donc sur les traces de ces fantômes du Japon, enquête sur les évaporations, signé Constantin Simon, Yuko Sano, Haruna Popuri et Louis Belin. Il y a 4 ans, Makiko, 21 ans, s'est enfuie de sa maison. Pour son dernier message, plutôt que cette lettre, j'aurais aimé qu'elle vienne me parler. Je n'arrive toujours pas à y croire. Malgré le désir de retrouver Makiko, ses parents ne souhaitent pas révéler leur identité. Tout est resté comme c'était. Le temps s'est arrêté dans cette chambre. Comme pour bien montrer qu'elle s'en allait pour toujours, leur fille a laissé ses affaires, son sac, son portefeuille, son téléphone et même, sur le rebord de sa fenêtre, sa clé. Je me dis que peut-être elle ne reviendra jamais, que c'est vraiment la fin. Et il faut que je l'accepte. Si elle ne veut pas me revoir, pourquoi la forcer? Makiko avait des difficultés psychologiques. Elle sortait d'une rupture sentimentale. Son corps n'a pas été retrouvé, ce qui exclut l'hypothèse d'un suicide. Pour la police, c'est bien une fuite. Avec ma femme, après la disparition, on venait s'asseoir sur ce banc, une demi-heure ou 1 heure. On observait les piétons ainsi que les gens à l'intérieur des voitures. On espérait l'apercevoir. Particularité japonaise, si le disparu est majeur et semble être parti volontairement, s'il n'y a pas de risque de suicide, de crime ou d'accident, la police n'enquêtera pas. À l'inverse, en France, les affaires laissées par Makiko et sa fragilité psychologique auraient permis de déclencher une enquête. Le Japon a inventé un droit à disparaître. Même si nous avons déclaré la disparition, la police n'a rien fait. C'est ça la réalité. Souvent, on se rendait au commissariat, même tard la nuit. Ça nous arrivait 7 ou 8 fois par mois, car ma femme n'allait pas bien. Elle était psychologiquement instable.
Un jour, la police nous a dit « Nous n'avons pas que l'affaire de votre fille à traiter. Savez-vous combien de gens disparaissent au Japon par an ? 90 000. » Bien entendu, on souhaite qu'elle soit en vie, mais on se dit aussi qu'elle est peut-être morte. C'est sans fin. On tourne en rond. Et on va sûrement penser à cela toute notre vie. Qui n'a pas rêvé un jour de tout quitter, de tout recommencer à zéro? Au Japon, c'est possible. Il y a même un mot pour cela, les joatsu, les évaporations. Des milliers de personnes choisissent chaque année d'organiser leur propre disparition pour refaire leur vie ailleurs. Échec professionnel ou scolaire, endettement, sénilité, mari violent, disputes familiales, les raisons des départs sont multiples et parfois obscures. Si la police ne fait rien, il reste les détectives. Patience, persévérance, ce sont les maîtres mots de cet enquêteur privé. Dans le centre-ville de Tokyo, il recherche un homme de 27 ans, évaporé il y a une semaine. Excusez-moi de vous déranger, c'est pour un renseignement. Je cherche quelqu'un. N'auriez-vous pas vu ces derniers jours une personne qui ressemble à cette photo? Recruté par la famille du disparu, ce détective se concentre aujourd'hui sur les hôtels bon marché de la capitale. Cet homme a fait beaucoup de déplacements par-ci, par-là. Grâce à son portable, on a pu retracer l'historique de ses réservations d'hôtels. À la limite de la légalité, certains détectives ont des réseaux d'informateurs dans les compagnies de téléphone. Mais ils doivent aussi tenter au petit bonheur la chance. Parfois, ça va vite et on trouve rapidement. Parfois, on trouve après 2 ou 3 hôtels. Ce jour-là, l'enquêteur va en visiter une cinquantaine et constituer un dossier avec photos et possibles témoignages. Vous êtes de la police? Non, Ah bon, alors c'est un peu compliqué pour nous de vous parler. je vois. Mais juste vous-même, vous ne l'auriez pas vu, s'il vous plaît? Ces derniers temps, comme on est tous masqués, Dans ce pays où la vie privée est sacro-sainte, recruter un détective coûte cher, 500 € par jour, pour des résultats incertains. Alors, pour répondre au désespoir des familles, cet ancien policier a créé il y a 20 ans une association pour aider gratuitement à la recherche des disparus. Ce matin, il retrouve ce père de famille qui pendant 3 ans n'avait plus de nouvelles de son fils. En étudiant les relevés de compte du disparu, le père obtient un jour un indice. Quelqu'un, sans doute son fils, retire de l'argent dans cette banque. Au Japon, il y a une loi qui protège les données personnelles. Et quand je me suis rendu à la banque et que je leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider en me montrant la vidéo de surveillance du distributeur, ils ont refusé en disant que c'était justement des données personnelles privées. J'ai eu le même problème avec la compagnie de son téléphone portable. Je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas partager avec moi les coordonnées GPS du téléphone. Mais ils ont refusé pour la même raison. Depuis les abus militaristes de la Seconde Guerre mondiale, la constitution nippone est très protectrice des libertés individuelles. Il est quasiment impossible d'obtenir des informations sur des individus sans leur consentement. Quand je voyais que le compte en banque était vide, je mettais un peu d'argent dessus. Et cet argent était tout de suite retiré, donc j'en mettais encore. Si mon fils retirait de l'argent, cela voulait dire qu'il était encore en vie. J'étais tellement rassuré à chaque fois que je voyais ses retraits. C'était comme un lien entre mon fils et moi. Il y a 3 mois, son fils a fini par rentrer. Une exception. Les disparus sont aujourd'hui si nombreux que des sociétés aident les gens à disparaître. On les appelle les déménageurs de nuit.
Pour quelques milliers d'euros, ils emportent vos meubles discrètement, peuvent même vous loger provisoirement dans un lieu secret. Et tout est parfaitement légal. Journaliste d'investigation américain, installé à Tokyo depuis 30 ans, Jack Adelstein enquête sur ce phénomène, qui a aussi ses manuels. La disparition pour les nuls. Voici la Bible pour disparaître. Elle vous dira tout ce qu'il faut faire, non seulement pour disparaître, mais pour que personne ne vous retrouve. Cela inclut la lettre qu'il faut écrire et laisser derrière soi, disant aux gens que tout va bien, que je ne suis pas blessé, en danger, que je suis juste fatigué de cette vie et que j'ai besoin de partir, mais que je compte revenir un jour. C'est important parce que si vous dites ça, la police ne va pas entamer une enquête pour vous retrouver. Ces disparitions seraient un échappatoire à la pression d'une société nippone qui ne tolère pas l'échec et a toujours placé l'harmonie du groupe au-dessus du bonheur des individus. Au Japon, les gens vivent mal avec la honte. Ici, les gens ne pardonnent pas. Plutôt que de vivre avec la honte ou des dettes, certaines personnes préféreront choisir de tout quitter, de disparaître et de recommencer une vie. Certains se débrouillent plutôt bien, ou bien alors ils choisissent de quitter ce monde et de mettre fin à leur jour. Évidemment, je défends qu'il est mieux de s'enfuir que de se suicider. Et 2 de ces livres sont vraiment sur ce thème. Ne vous tuez pas, disparaissez, recommencez votre vie. Le Japon reste le pays du G7 avec le taux de suicide le plus élevé. Pendant des mois, nous avons essayé en vain de contacter des disparus, parcourant le Japon à la recherche de ces fantômes. Et c'est finalement dans les faubourgs d'Osaka que cette étrange enquête va nous mener. Le quartier de Kamagasaki est le symbole de la récession économique qui a frappé ce pays riche dans les années 90. Sans emploi, sans argent, beaucoup de Japonais ne voyaient plus comme solution que la fuite. Et le phénomène des disparitions, connu au Japon depuis le Moyen-Âge, a pris alors une ampleur inédite. Depuis 30 ans, les âmes perdues du Japon échouent ici. Un des rares endroits où ils se sentent tolérés. Cette église aide les plus démunis. Ils sont coincés dans le passé, ils sont déçus, ils n'ont plus d'espoir, ils ont perdu le sens de la vie, n'ont ni vision, ni rêve. Lui vit entre des cartons depuis 27 ans. Originaire du nord du Japon, ce sexagénaire est arrivé ici après avoir perdu son travail, couvert de dettes de jeu. Pour être honnête avec vous, j'ai perdu ma vie à cause des paris. Des choses variées comme les courses de chevaux. Mon frère ne pouvait pas continuer à s'occuper de moi éternellement. C'était mal vu dans son entourage, sa belle famille. Donc, j'ai réfléchi et j'ai décidé de partir vivre tout seul. Oui, je me suis barré. Vous êtes parti sans rien dire? Oui, je me suis dit, vivez votre vie, moi je vis la mienne, et j'ai rompu tout contact. Aujourd'hui, j'ai dans les 60 ans. À cet âge, j'aurais pu avoir déjà des petits-enfants. Mais si je meurs, comme je n'ai plus aucun lien avec mes frères et mes sœurs, eh bien, je m'éteindrai seul. C'est ma vie, que voulez-vous? C'est tout. Les naufragés de Kamagasaki ne sont pas tous des évaporés, et tous les évaporés ne finissent pas à la rue. Pendant 3 ans, la pandémie a ralenti les disparitions. À cause des difficultés à voyager et face à la peur du virus, ils étaient moins nombreux à oser partir. Mais les difficultés économiques actuelles risquent de pousser davantage de malheureux à fuir. Et le quartier de Kamagasaki n'a pas fini de voir errer des fantômes. Et on retrouve Constantin Simon qui a réalisé ce reportage. Constantin, enquêter n'a pas été facile, tant le sujet est sensible.
Oui, exactement, hein. C'est un sujet compliqué, notamment en télévision. Évidemment, faire parler des morts, essayer d'entrer en contact avec des gens qui ont coupé tout contact avec la société ou en tout cas avec leur famille. Ça n'était pas aisé. Pas aisé non plus, évidemment, d'entrer en contact avec les familles des disparus et d'accepter qu'ils témoignent en fait dans les reportages. Parce qu'en fait, ils sont vraiment, comme on l'a vu avec cette première famille dans le reportage, tiraillés entre d'un côté le désir de communiquer, de faire ce reportage pour que peut-être le disparu, eh bien, tout simplement le voit, que cela permette à un témoin de se révéler, de donner des indices, et de l'autre côté, évidemment, la terrible honte qu'ils éprouvent, et puis le désespoir, hein. Ce sont des gens qui sont dans une détresse psychologique énorme. Finalement, nous avons réussi à trouver un disparu. Il a fallu pour cela aller à Osaka et arpenter, déambuler, rôder la nuit dans le quartier malfamé de Kamagasaki, hein. C'est un quartier très particulier où on voit des gens qui dorment dans la rue. C'est une image très rare, hein, au Japon, où il y a peu de SDF, où en tout cas les pauvres se cachent et ne mendient pas. Et eh bien, j'ai vraiment eu l'impression, si vous voulez, que toute la misère du Japon s'était concentrée dans ce quartier. Constantin, est-ce qu'il y a vraiment plus de gens qui disparaissent au Japon que dans d'autres pays ? Alors c'est difficile à évaluer, il y a un débat sur les chiffres. Évidemment qu'il y a des disparitions dans d'autres pays. Si on en reste même aux chiffres officiels, il y a entre 80 et 90 000 disparitions par an. Et la très grande majorité de ces disparitions sont des gens qui sont en fait retrouvés. Et ça, c'est un chiffre à peu près comparable à ceux des autres pays. Mais c'est quand on demande l'avis des associations, des gens, des spécialistes, c'est là qu'on découvre qu'en effet, beaucoup de ces disparitions au Japon ne seraient pas déclarées. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens eh bien, ont honte, hein, comme on l'a vu, ou alors tout simplement pensent que ça ne sert à rien de contacter la police, hein, puisque de toute façon la police ne fera rien. Ça, c'est vraiment la particularité japonaise, c'est que depuis les abus militaristes de la Seconde Guerre mondiale, hein, où l'État demandait aux gens de faire beaucoup de choses, les réquisitionnait pour l'effort de guerre, eh bien, il y a des lois pour protéger les libertés individuelles. Et aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas donner d'informations sur lui-même, eh bien, ça sera très difficile, même pour la police ou les détectives privés, de retrouver cette personne. L'autre particularité, elle est culturelle. Il y a un rapport à la vie privée presque sacro-saint au Japon. On ne parle pas, on ne pose pas trop de questions. Et puis enfin, là, si la plupart des disparitions, eh bien, sont volontaires, il y a aussi des disparitions de gens qui, en fait, sont atteints de sénilité dans cette population qui est très âgée, évidemment. Constantin Simon en duplex, merci beaucoup Constantin. C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.